bonsoir amis de Pépitor, bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, notre petit disclaimer pour commencer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre passionnés. Toutes les petits endroits où vous pouvez nous trouver, Twitter, l'email, notre site internet avec les produits Mika, Tino, Trado, Xavier. Et notre petit séminaire à Barcelone, 17, 18, 19 novembre 2023, deuxième édition après du succès de la première édition. Nous rééditons cet événement avec comme partenaire l'excellent broker Active Trade, dont le représentant monde et planète est ici. Pierre, salut Pierre, comment vas-tu ? Salut Denis, ça va très bien, merci. Et très content de ton invitation pour cette nouvelle vidéo. Ouais. T'as bien dormi depuis hier ? Écoute, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé, toi. Ah ouais, je te vois bien reposé. Ouais. Salut Xav, comment vas-tu ? Hello, bah on re-salue depuis hier, ça va super, moi j'ai très bien dormi, j'espère que vous tous aussi. Ouais. Salut Richard, comment ça va ? Alors hier, quand on a déconnecté, ton portefeuille était... En gros, ça a donné quoi cette nuit ? C'est reparti aussi ou... Il s'est reposé cette nuit, mais aujourd'hui il va très bien aussi, impeccable. D'accord, donc hier on a parlé macro, géopolitique, ETF, tout ça. On a été d'accord sur tout, sur presque pas tout, sur le Bitcoin également. Et aujourd'hui on va faire un petit point plutôt marché, avec l'excellent analyste de Londres, Pierre. Tu nous débriefes un peu tout ce qu'on a à savoir en ce moment au niveau monétaire, au niveau marché, au niveau... Oui, tout alors ça. avec plaisir. Alors bon, tout d'abord au niveau monétaire, il n'y a pas énormément de nouveautés. On est toujours dans un cycle de resserrement monétaire, que ce soit en Europe comme aux États-Unis. Les deux banquiers centraux, que sont Christine Lagarde et Jérôme Powell, ont confirmé récemment, et d'ailleurs ont un petit peu mis la pression sur le sentiment de marché avec leur dernière déclaration en confirmant que il y allait avoir de prochaines hausses de taux. Aux États-Unis, on s'attend à deux hausses de taux supplémentaires, 50 points de base en deux fois, donc 25 plus 25, ce qui était supérieur un petit peu aux attentes qu'on avait après justement la pause qu'on a eue à la dernière réunion du FOMC au mois de juin. En fait, c'était pas vraiment une pause, c'était plus un skip. C'est comme ça qu'ils le qualifient dans les médias anglo-saxons, le fait de ne pas avoir touché les taux de financement aux États-Unis. C'était plus un skip. Là, Jérôme Powell s'est montré un peu moins rassurant par rapport à une posture accommodante de la Réserve fédérale américaine. Clairement, les statistiques économiques, notamment sur le marché du travail, on l'a vu avec les derniers NFP, lui donnent beaucoup plus de place pour un resserrement monétaire. L'inflation, même si elle est en baisse, elle continue d'être ce qu'on appelle sticky, donc collante, littéralement en français. Christine Lagarde l'a également démontré. Je trouve d'ailleurs que Christine Lagarde a une sémantique beaucoup plus agressive, beaucoup plus inquiétante au niveau de l'inflation que son homologue américain. On a 2% d'écart, non, entre la BCE et la Fed, non ? C'est justifié, hein. C'est justifié. Alors, au niveau économique, je trouve que l'Europe s'en sort un peu mieux que les États-Unis. Certes, on est en récession. D'accord, j'ai vu les chiffres comme vous, on est officiellement en récession, mais quand même, la balance commerciale est en hausse, le chômage est en baisse, on a quand même on a la dette, donc le PIB par rapport à la dette, qui lui n'est pas au plus haut historique, contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un chômage qui est en hausse, le NFP est en hausse exactement, et effectivement, mais le taux de chômage lui-même est en hausse. On est sur un plus haut depuis le mois d'octobre, je crois, au moment où je vous parle. On a la croissance qui diminue progressivement. On n'est pas loin du territoire négatif. On a également la balance commerciale qui continue, enfin le déficit commercial qui continue à se creuser. Et puis on a la dette par rapport au PIB qui est à son plus haut historique. Ça, je vous l'apprends pas non plus. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression quand même que, et puis surtout que on a moins d'irrégularités. Ça, c'est ma perception personnelle que je vous donne. Je trouve que sur les discours, dans les réunions monétaires, que ce soit de la BCE et Fed, on a moins d'irrégularités dans la sémantique, dans les discours de Christine Lagarde que dans ceux de Jerome Powell ou des officiels de la Fed. Voilà.
Je trouve que c'est un peu moins irrégulier à ce niveau-là. Tantôt, on a un officiel de la Fed qui dit que ça y est, on est peut-être à un pivot. Le lendemain, on a Jérôme Powell qui dit que non, on va continuer à augmenter les taux parce que l'inflation, c'est toujours pas ça. On est loin des 2%. Donc, il y a un peu plus de signaux mitigés de la part de la Fed que des officiels de la Fed que de la part de la BCE. Mais globalement, l'humeur reste au resserrement. Le cercle de resserrement n'est pas terminé, ni en Europe ni aux États-Unis. Alors maintenant, on va pouvoir faire le pont avec le marché action. Est-ce que ça, à un moment donné, ça va commencer parce que les hausses de taux vont nécessairement faire leur chemin à travers les différents niveaux de l'économie? Est-ce que ça va finir par impacter les résultats d'entreprise? Pour l'instant, les résultats d'entreprise étaient globalement bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jusqu'ici, on n'a pas eu trop d'inquiétude. On a des gros résultats le mois prochain. Le mois de juillet, c'est un gros mois normalement. Exactement, donc on verra. Alors, et en plus, ça arrive dans une période estivale où il y a moins d'investisseurs actifs sur le marché, où il y a traditionnellement une chute des volumes. Donc, je pense que c'est plus quelque chose. À mon avis, c'est vraiment le dernier trimestre qui donnera le ton. Moi, même si on a évoqué pas mal de nuages noirs sur la vidéo d'hier, je pense quand même. Je garde le scénario que j'ai évoqué au début de l'année. Je pense qu'on finira l'année en hausse, enfin plus haut que là où on l'a commencé en tout cas, sur le marché des actions. Donc voilà, maintenant je vais parler à vous deux, Xavier. J'ai une petite question encore, Pierre, dis-moi, pour toi. dis-moi. Les 2%, pourquoi ce 2% qui est en target et est-ce que c'est réellement possible? C'est possible de les atteindre. 2% d'inflation. 2% d'inflation, ouais. Moi, est-ce que c'est possible en règle générale ou est-ce que c'est possible là maintenant? Oui, c'est possible, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver Alors, mon intuition, c'est que on va se diriger vers un environnement de stagflation. Un environnement de stagflation est caractérisé par une période de croissance très faible, très faible, voire quasi molle, quasi nulle, et d'inflation élevée. Je pense qu'on va y rester pendant encore un moment. Cette crise-là ne va pas démarrer tout de suite, comme je l'ai dit, moi, mes personnes. Mouille-toi, Pierre. Un moment, c'est quoi? Ça se compte en mois, en heures, en jours, en années? À mon avis, là, on y est déjà potentiellement. Regarde, on est déjà dans des. Je veux dire, la croissance américaine n'est pas folle, la croissance européenne est déjà négative, l'inflation est déjà haute. Donc, pour moi, on y est déjà. Mais maintenant, les effets de cette stagflation vont mettre des mois, voire des années à se mettre bien en place dans l'économie. Je pense que le marché, là, à très court terme, va continuer à monter, au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, cette situation de stagflation, pour répondre à ta question, Denis, moi, à mon avis, on ne va pas revoir les 2% avant un moment. C'est ce que je pense. L'inflation, certes, elle a baissé depuis l'année dernière, mais le problème inflationniste, il reste. Ça, de toute façon, tous ceux qui nous suivent le savent. Moi, je suis monsieur inflation, monsieur crise, etc. Voilà, le problème, il est très loin d'être résolu. Donc, à mon avis, c'est ce qui va caractériser là sur peut-être les 24, 36 prochains mois, c'est ce qui va caractériser les économies développées, si j'ose dire, une croissance faible, voire quasiment nulle, et des niveaux d'inflation élevés. Voilà. Et le marché, comment réagirait-il à tout ça? Parce que pour l'instant, on attend les résultats de la politique. On attend les résultats de la politique monétaire. Voilà. Et si les résultats ne sont pas là? Le marché va continuer à monter pour l'instant parce que les résultats continuent d'être bons. Jusqu'à la fin de l'année, ça va continuer à monter. Et puis tant que aussi on a la Fed qui réduit pas son bilan, les banques centrales qui réduisent pas leur bilan détenu, etc., ça va continuer à monter. Par contre, quand cette stagflation, les effets de cette stagflation va vraiment commencer à se mettre en place, que les forts taux d'emprunt vont commencer à vraiment pénaliser les business, les investisseurs, etc., je pense que ça va être très mauvais pour les marchés actions et que tout ce cash-là va se rediriger vers les matières premières. C'est ce que je disais lors de ça, c'est ma perception à moi, c'est ce que je disais lors de la dernière réunion des mousquetaires. Là, la Fed va continuer encore un peu. Moi-même, je suis acheteur du marché action, donc c'est pour vous dire. Mais à terme, effectivement, je suis quand même assez inquiet pour l'avenir. Parce que là, la Fed a augmenté ses taux, c'est très bien. La BCE a augmenté ses taux, c'est très bien. Regardez le bilan de la Fed, on est toujours au-dessus des 8 trillions, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de tapering. Moi, je vois aucun tapering. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on augmente les taux d'un côté et on rachète de l'autre. En fait, on donne d'une main et on rachète de l'autre. Et ce mécanisme est extrêmement inflationniste.
Donc c'est pour ça que pour moi, la problématique inflationniste est très loin d'être résolue et que c'est au contraire, non seulement on ne va pas s'en débarrasser, mais c'est ce qui va caractériser l'économie là sur les 2 prochaines années, à mon avis. Voilà, on y est, on va y être en plein dedans. Donc maintenant, je vais peut-être laisser sur l'aspect technique. Attention, par contre, c'est là où je vais peut-être faire le point avec Xavier. Avec Xavier. Putain, j'avais peur de t'avoir appelé Maxime. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Comme hier, comme hier. On reste là, les marchés américains comme européens restent très proches de résistance historique. On est très haut. Voilà, je veux dire, d'un point de vue technique, tout se passe bien. On n'a pas enfoncé. Alors, effectivement, on range depuis un petit moment, là, depuis quelques semaines. Mais je veux dire, on n'a pas enfoncé de support. Là, je vois des fins du mondiste sur Twitter. Moi, pour l'instant, le Eurostock 50 reste très très haut. Le Nasdaq, bon, on n'en parle pas parce qu'il y a l'effet intelligence artificielle, etc. Mais le SP500 reste très très haut aussi. Voilà, techniquement, on n'a pas enfoncé de support majeur pour l'instant. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Xavier sur l'aspect technique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Xavier? Moi, j'en pense deux choses. J'en pense que premièrement, oui, sur les indices, sur les grosses capitalisations, enfin les grosses capitalisations aujourd'hui, les indices c'est 3 ou 4 valeurs. La plupart des indices aux États-Unis, le Nasdaq c'est les GAFAM, le CAC 40 c'est le luxe avec un peu l'énergie. Globalement sur les indices ça se passe plutôt très bien. Après le fait est que pour moi, j'imagine, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Pierre, ou ton cas, Richard, mais j'imagine que, en tout cas, moi, pour mon cas, qui trade un petit peu plus les petites valeurs, les small caps, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il n'y a pas du tout de flux. Au contraire, tous les flux sont sur les indices, sur les grosses capitalisations. Moi, je pense que c'est en partie dû un petit peu aussi à l'essor de la mode DCA et les ETF, etc. Après, d'un point de vue purement technique, moi, ce que je surveille beaucoup, en tout cas sur le CAC 40, qui va me donner beaucoup d'indications sur comment je peux dire, sur sur ce qui peut se passer derrière dans une plus forte mesure sur moi, les valeurs que je vais trader au quotidien. C'est voilà, là ça fait 2 fois qu'on rebondit sur le CAC 40 sur la zone des 7100. Si sur le CAC 40 je pense qu'on venait à casser par le bas pour X ou Y raison ces 7100, il y aurait quand même pas mal de potentiel de baisse, sachant que le prochain vrai gros support serait situé aux alentours des 6800. Donc là dans ce cas-là je pense que je réduirais vraiment 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 beaucoup la voilure en attendant d'y voir un petit peu plus clair. Et ce qui est aussi intéressant à souligner d'un point de vue technique, c'est que si je prends en tout cas l'exemple du CAC 40, on a eu un gros rallye là depuis septembre de l'année dernière. On a gagné quasiment 35% en 6-7 mois. Et puis là on constate à plus court terme que sur les 2 derniers mois en fait est plus haut de plus en plus bas, et ce qui matérialise un petit peu on sent que ça manque un petit peu de jus. Donc moi la question que je me pose, c'est effectivement un scénario de court terme, moyen terme. Est-ce qu'il y aurait quand même pas plus de chances de continuer à au moins latéraliser, stagner, voire à peut-être consolider un petit peu plus bas, que comme ça repartir comme si de rien n'était. Donc ça rejoint un petit peu tes inquiétudes que tu viens de nous partager d'un point de vue macroéconomique. Alors moi, je pense, puisque vous me le demandez, je pense qu'on est sur des résistances, on est sur des plus hauts, on a tapé ces résistances pas mal de fois. Le Dow Jones, on est sur une résistance depuis le mois de novembre. Les autres indices, on est arrivé sur les résistances, tout d'abord le CAC, ensuite le SP500, le DAX dernièrement. Et comme par hasard, tous les indices sont sur des résistances. Alors soit c'est des résistances du mois d'août de l'année dernière pour le Dow Jones depuis le mois de novembre, ou le SP500, ou du début d'année dernière pour le SP, et puis des all-time highs sur le DAX et sur le CAC, et on les passe pas. Et pour moi, si on les passe pas, on va descendre. Donc je pense que on va avoir une correction pour aller chercher plus bas du flux, pour aller chercher plus bas des acheteurs. Voilà, pour moi... on tape des plus hauts depuis le début de l'année sur le CAC, sur le DAX, et puis on passera pas. Donc tu as un peu la même vision des choses que moi, quoi. Globalement, ça manque un peu de jus. Alors, on doit aller chercher du cash, on va aller chercher les acheteurs plus bas. Okay. Les acheteurs vont pas acheter à ce niveau-là. Les vendeurs, comme ils se sont pas mal fait sortir sur les shorts durant toute l'année sur le CAC. Le Dow Jones, ça fait depuis le mois de novembre qu'on est sur cette résistance du mois d'août. Ça fait quand même
6 et 2, ça fait 8 mois qu'on n'arrive pas à passer cette résistance. Ça fait quand même pas mal, quoi. Ok, intéressant. Richard, ton avis sur les marchés là, à court terme, moyen terme, long terme? Euh, je pense que les indices sont de plus en plus sans intérêt. On est d'accord. Et faut arrêter de dire le CAC baisse et je vends mon portefeuille, quoi. Faut arrêter ça. Le CAC, c'est devenu 4 valeurs. Le Nasdaq, c'est 5 valeurs. D'ailleurs, j'ai changé le nom des GAFAM. Le CAC 6, c'est ça? Non, le Nasdaq, j'ai changé. Les GAFAM, c'est maintenant le Tamaman. Mais ceux qui ont vu la vidéo, ils vont s'en rappeler. J'ai fait une vidéo, j'ai réécrit et ça fait Tamaman. Mais c'est hallucinant la concentration des indices sur quelques valeurs. Phénomène des ETF, évidemment. Comme on a déjà parlé dans l'émission précédente hier. Tiens, allez, je vous en balance une pas macroéconomiquement, pardon. Il y a un changement de paradigme notamment sur le CAC 40 qui me paraît important et sur l'Europe qui est super intéressant et qui pour moi me fait dire, écoutez bien ce que je vais dire, je me mouille. Je pense que les indices européens vont monter structurellement. Pourquoi? Parce que enfin il y a eu des gens qui ont décidé de faire du rachat d'actions et arrêter de faire du dividende. Enfin. Donc, je vois le CAC 40 monter structurellement. Alors, monter structurellement, ça veut dire quoi? C'est sur des phases longues, qu'on soit clair. Mais structurellement, en Europe, on avait une culture de la distribution de dividendes importante. Et les gros, et même les mid, aujourd'hui, commencent à faire du rachat d'actions. Et je vois des quantités de rachat d'actions gigantesques. C'est structurellement haussier pour les indices. Le CAC, il est structurellement haussier depuis pas mal de décennies, quoi. Avec les dividendes réinvestis. Ouais. Pas avec les dividendes non réinvestis. Et aujourd'hui, je pense que nous allons rejoindre une logique qui est plutôt américaine, qui fait... J'avais vu un truc il y a longtemps, j'arrive pas à retrouver l'article, où un mec expliquait que sur très longue période, finalement, le Dow Jones a surperformé les marchés européens uniquement par le rachat d'actions. L'écart structurel entre la structure du Dow Jones qui est haussière et CAC 40 qui est plus ou moins pas haussier, c'est les rachats d'actions. Et on parle sur des dizaines d'années. Hein. Donc voilà. Donc la lecture des indices aujourd'hui, pour moi, n'est pas du tout révélatrice de qu'est-ce qui se passe dans les portefeuilles des gens. Et la question, c'est pas de savoir s'ils montent ou ils descendent, c'est quelle décision je prends moi particulier. Et pour moi là, on se fait leurrer par les indices. On se fait leurrer par les indices. Le seul truc où je suis pas d'accord, enfin, t'as le droit. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, Maxime? Quand tu dis, enfin, disons, on fait le même constat sur la surpondération des indices avec quelques valeurs, mais quand tu dis oui, ça sert à rien si le CAC baisse de vendre son portefeuille, etc., ça n'a plus aucun sens, on est d'accord. Mais le fait est que, enfin, sur le fond, on est d'accord, mais sur la forme, le fait est que quand on est, c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais avant, quand on est trader, ce qui est plutôt mon profil à moi, psychologiquement, avoir un CAC 40 qui baisse sur plein de valeurs, t'as des dérouillés pas possibles. Donc l'intérêt, c'est de savoir, c'est d'anticiper juste avant que si le CAC 40 est sur un support et qu'il commence à le péter, essayer d'anticiper un petit peu ça pour réussir à sortir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois. Oui, non, mais t'as raison, et t'as totalement raison de dire ça. La différence, c'est quels sont les types de valeurs dont tu parles, et on sait très bien de quoi tu parles. On parle de dossiers qui sont structurellement pas costauds ou voire très fragiles, qui ont des mouvements psychologiques. Bien sûr. Donc, ils ont des mouvements psychologiques et ils ont des mouvements psychologiques. On est bien d'accord. On est d'accord. Non, mais je dis ça parce que des valeurs fondamentalement costauds. Je peux te certifier que ce qui me concerne, moi je vois des corrections tout à fait saines où les supports les plus proches sont rachetés immédiatement, tendance haussière qui n'est pas du tout invalidée. Moi j'ai eu, ça fait 2-3 mois que le CAC 40 il fait son cinéma là. On est d'accord. En gros depuis le 1er mai. Hein. Enfin, quand je dis on s'est foutu de ma gueule parce que j'ai dit Sale May and Go Away, mais à vrai dire, regardez où était le 1er mai le CAC 40 et puis on est en dessous. Hein. Et à vrai dire, toutes ces petites corrections là font qu'il y a une redistribution d'argent. Mais quand tu es dans des très bons dossiers, moi j'ai des tendances haussières qui sont pas du tout invalidées, mais pas du tout. Le cas d'NVIDIA dont on a déjà parlé, mais sur des valeurs européennes de croissance, voilà. Moi personnellement, c'est ce que j'indique aux gens mes abonnés, mes élèves.
Pour moi, j'attends maintenant une hausse des valeurs croissance en Europe et notamment sur les small et mid. Ah, je suis Notamment d'accord les avec small et mid. D'accord, non mais complètement d'accord avec ton analyse, hein. Après, je précisais, je rajoutais ces petites Ah ouais, précisions parce que j'imagine que je pense que quand même dans les gens qui nous regardent au quotidien, je pense que c'est c'est plus des boursicoteurs, on va dire, que des gens investisseurs long terme. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, les gens qui me suivent sur Pépitor et j'imagine sur Twitter, voilà, c'était juste le petit aparté. on est Je sais d'accord. pas si, voilà. Moi, j'ai tendance à dire que quand ton portefeuille il fait le même mouvement que le CAC 40, c'est qu'il y a un phénomène de corrélation qui se met en place et qui fait qu'il faut te poser la bonne question. Mais je n'ai pas constaté une corrélation actuellement entre les mouvements CAC ou DAX ou bien d'autres indices que ce que je constate dans les valeurs que je suis ou que j'ai dans mon portefeuille. Et moi, je trouve que c'est des faux signaux pour moi et je regarde vraiment le mouvement de mes dossiers de telle manière qu'est-ce qui se passe dans mon dossier? Est-ce qu'il est accompagnateur ou pas? Évidemment, quand tu es sur des valeurs qui sont dans le CAC 40, je sais pas, tu as par exemple, je sais pas, moi je vais dire quoi, L'air liquide. EVMH, Renault et puis je sais pas quoi, le CAC baisse, les ETF se mettent en route, toutes les valeurs de ton panier Renault, LVMH, je sais pas quoi, baissent parce qu'il y a un phénomène de panier. Donc, si tu veux, là, je suis d'accord. Mais si moi, je suis sur des valeurs qui ne sont pas du tout dans les indices classiques, je peux avoir une décorrélation entre ce qui se passe dans mon portefeuille qui n'est pas du tout corrélé à des ETF, à des paniers qui commencent à vendre, alors que le CAC baisse. Alors, regardez Dans l'autre sens, d'ailleurs. Parce que je le vis dans l'autre sens. Hein. J'ai des fois le CAC qui monte et mes valeurs ne montent pas. regardez le CAC Small qui est à 25% de ses plus hauts. Bah voilà, non mais Alors t'as qu'il tout est dit en disant ça, hein. complètement. Alors que sur le CAC, on a fait un all-time high il y a 3 semaines, allez. Bah, Alors, le CAC, regarde le Belvin. Le Belvin, c'est l'indice belge de Bruxelles. Ben, la tête qu'il a, je peux te jurer que les Belges, ils font la gueule avec leur. il se performe de ouf, ouais. Non, mais tu vois, là où le l'AEX de Amsterdam étant très pondéré dans les semi-conducteurs, il est bullish à bloc. Donc c'est aussi la constitution des indices et de qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que ça monte ou que ça baisse. Les Belges, ils n'ont pas la chance d'avoir des semi-conducteurs, ils n'ont pas la chance d'avoir une industrie du luxe que nous on a. Qu'on a. C'est quoi le point fort du Belvin? C'est de la value, quoi. Mais value, quoi. Moi, c'est vraiment le marché. Et désolé pour les Belges qui nous écoutent, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'élèves belges, mais franchement, à Belgique, c'est très compliqué. Bah, il y a quelques belles valeurs, Oui, quand bien même, on est d'accord. Il y a des belles valeurs, mais quand tu vois le Belvin, oui, il y a au le moins truc 20 Macquarie, belles valeurs dans le Belvin. Non mais t'as bien fait de pointer ce sujet du doigt, Denis, parce que bah, c'est vrai que si tu regardes le CAC Small, il est à plus 1 depuis le début de l'année, le CAC 40 à plus 12, Ouais. ou plus 11. je te dis quand même, le CAC Small, il y a des daubes, mais des daubes de première catégorie qui sont dans le CAC Small. Je pense que le problème du CAC Small, c'est qu'il y a trop de. C'est surpondéré avec les biotech. Donc voilà, et quand le secteur biotech va pas bien comme ces 2-3 dernières années, bah ça te flingue toute la perf, quoi. Mais le biotech, de toute façon, en France, quelle est la société française biotech qui a réussi? Bonne question. Il n'y en C'est a un sujet, pas. mais Les Belges, oui, par contre, les Belges, ouais, il y en a au moins 2 ou 3. Ouais. En France, aucune. On n'a pas les structures, on n'a pas les moyens d'investir. Les Belges non plus. Les Belges non plus, les Hollandais non plus. Pourtant, ils réussissent, eux. Si, non, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour moi, non, franchement, les boîtes aux Pays-Bas et c'est pas la même. Aux Pays-Bas, il y a des belles biotech, tu trouves? Tu penses à quoi? La Belgique, je suis d'accord, mais les Pays-Bas. Moi, je les suis plus, mais je les ai suivis un temps et il y avait vraiment des beaux dossiers. En Hollande, je crois qu'il y a Farming Group qui est resté pas si mal que ça. Ouais. Il y a eu des OPA, il y a eu une boîte qui s'appelait Kiadis qui a été rachetée par Sanofi. Oui. Tu te rappelles de ça? Bah, c'était plus une daube qu'autre chose, hein. C'était pas une daube, c'était pas un non, mais point de vue moi, je technique, la suivais et je l'appréciais. J'ai raté d'un point de vue graphique. Ouais, tu vois, je serais pas t'expliquer comment. Non, mais c'est vrai, t'as raison, hein, quand je dis ça, le fait qu'aux
on n'a pas la même en Europe, on n'a peut-être pas la même, on n'a pas la puissance financière nécessaire à financer dans de bonnes conditions de telles industries entre guillemets par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Raison pour laquelle on Sincèrement, n'a je pas de pense belle que boîte. la bonne personne à interviewer là-dessus, c'est David C'est Renan. David Renan. Ouais, ouais. Ouais. Non mais ça peut justement ça peut te donner, ça peut être un super sujet. Ça, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, hein, parce que on entend souvent parler, hein, les bibliothèques. Enfin moi je vois plein de gens tout le temps qui me parlent, ah, qu'est-ce que tu penses de parce que ça fait rêver et les gens des fois ce qu'ils veulent c'est du rêve quoi, tu vois, ça fait rêver une boîte française qui trouve un vaccin, une boîte française qui te pond qui met un traitement sur le marché aux États-Unis. En Une boîte France, on française les qui, appelle pas les trouveurs, on les appelle les chercheurs. Hein. Attention. Ouais. Oui, non mais Bah, s'ils trouvaient quelque chose, on belle appellerait les réussite. trouveurs. Hein. Ouais, bon, t'as eu quelques belles réussites sur le secteur, il y a pas long, il y a ces derniers temps, mais tu vois, je veux dire, il y a pas longtemps, Bah, il y regarde a le quoi, il y a, vaccin, comment ça comme s'appelle, on a détruit Valneva, alors que Valneva était. ouais, bah oui. C'était C'est pour un des scandale, raisons, c'était pour putain. des raisons politiques, parce qu'on Non, mais voulait je suis vendre d'accord, du hein, Pfizer, et alors que Valneva était beaucoup plus avancé. Valneva, si tu creuses un peu, enfin, si tu connais un petit peu le sujet et tu t'intéresses un peu à tout ça, on sera tous d'accord pour dire que ça devrait être un scandale d'État Ouais. et que ça aurait dû faire C'est 100 un fois plus de scandale, bruit mais que on peut pas en ce que parler ça en a parce fait. qu'on attaquerait sûr. le monde médical. Alors évidemment, on peut pas en parler. Exactement. Mais t'as, comment ça s'appelle, là, quand je dis ça, je dis c'est des boîtes qui font rêver et c'est dommage qu'on n'ait pas plus qu'on n'en parle pas plus en France. Comment elle s'appelle, la boîte qui il y a pas longtemps annonçait des belles avancées dans un potentiel vaccin contre le cancer. Tu vois, ça fait rêver, mais on a des trucs, on a des recherches, tu vois, et je pense que ça, faudrait le soutenir, tu vois. Attends, je vais te la retrouver. Allons, Elle avait, Oncodesign. non, Non. ouais, bref, c'est pas grave, tant pis, je l'ai plus maintenant. Adiosia, BVX, Comment elle s'appelle? Abivax, non. Transgène, voilà, tu Transgène, vois, ouais. c'est des trucs, t'as pas un article, t'as rien, t'as de temps en temps un article de presse qui sort quelque part, mais regarde, Valneva, il y a pas un mec en France qui faisait pas de la bourse qui est au courant que t'as Valneva qui existe, tu vois. Mais bon, c'est un autre sujet. Valneva, Voilà, ils ont reçu des sous c'était Pfizer ou AstraZeneca sur une molécule, ça. et puis comme par hasard, 3 semaines après, ils arrêtent leur recherche sur le vaccin Covid alors qu'il était très très avancé. Quoi. Bref, non, mais voilà, c'est un sujet, c'est un autre sujet. Je sais pas pourquoi on a bifurqué là-dessus, mais je pense que ça C'est pourrait Pierre. faire le sujet d'une belle émission, hein, si une fois tu vas en parler Ouais. avec David Renan, genre le titre, pourquoi en France on n'arrive pas, les bibliothèques on n'y arrive pas, quoi. Je pense que ça pourrait être ça Alors, regarde s'intéresserait Sanofi, vraiment il n'y beaucoup a de eu monde. aucune volonté politique lors du Covid d'aider Sanofi à développer un vaccin, quoi. Ouais, je Alors sais que, pas. bon, Bon bref, c'est ouais, pas le sujet, mais voilà, ça ouvre une voie pour une prochaine émission avec David oui, Renan éventuellement. tout à fait, tout à fait. Je serais très Euh, content de la faire avec toi d'ailleurs si ça t'intéresse. Tout à fait. Bah, allez. On prend rendez-vous. Donc, la semaine prochaine. Non, on va demander à David quand même. Parce que je crois qu'il part en vacances, là, dans pas longtemps. Voilà. Moi, j'aimerais bien conclure sur un truc que j'aime bien, ce qui se passe en ce moment. J'avais reçu, avec Pierre d'ailleurs, on avait fait un super duo, tu te souviens, avec Valentin. Et quand je vois. C'est moi. Et j'ai dit quoi? T'as dit Pierre. Alors, Xavier, c'est Maxime, Ricardo, c'est Pierre. Donc, on va tout mettre dans l'ordre. Mais j'aimerais avoir son âge, à vrai dire. C'est pour ça que. Ouais, oula. On avait fait une super émission avec Valentin, Ricardo, et là, le Bitcoin, en 3 jours, a rejoint ses plus hauts annuels et est en train de casser les 31 000. Et il avait fait une réflexion pendant la vidéo que je ne connaissais pas du tout. Il avait parlé de cycle, en disant qu'on avait eu un premier cycle avec la résistance à 30 000. L'hiver des cryptos, on tape les 30 000, on va voir les 60, et on revient chercher les 30. Et lui nous disait, et quand on va casser les 30, on repartira vers un nouveau cycle, on ira les 60, on ira casser les 60, aller encore plus haut, et on reviendra sur 60. Et justement, vu l'impulsion qu'on a actuellement sur les cryptos, et vu surtout le fait que la crypto va être régulée, ça va vraiment faire rentrer, à mon avis, des gros argents, parce que jusqu'à maintenant, à part nous, à part quelques geeks et quelques gens qui étaient sûrs que les cryptos allaient marcher, les gros institutionnels étaient très, très peu ou pas investis. Et le fait de dire que ça va être régulé, ça va peut-être
forcer les gens à rentrer. Et d'ailleurs, forcer, ça va pousser les gens à rentrer pour avoir plus de sécurité. Et d'ailleurs, dès qu'on a eu l'annonce de la régulation sur les cryptos, tout de suite, derrière, on a eu BlackRock qui a annoncé l'ouverture de son fonds crypto. Il y a eu Charles Schwab, monsieur Forum de Davos, qui a annoncé l'ouverture d'un fonds de crypto aussi. Et est-ce que ce ne serait pas le retour sur les cryptos, sur le Bitcoin? Est-ce que vous suivez ça ou pas du tout? D'accord, on parle d'autre chose alors. Mon avis, moi, le Bitcoin, c'est un de mes indicateurs macroéconomiques. Donc je le regarde, mais pour des raisons. Alors moi, je trouvais qu'il a été complètement décorrélé du Nasdaq pendant toute l'année. Et je ne savais pas pourquoi. Moi, je dirais que merci la crise bancaire. Ouais. La défiance vis-à-vis de l'argent, enfin du système classique. Ça pourrait prendre une valeur refuge pour. Ah, ça a été clairement pour moi, c'est la première fois que c'est pas un outil de spéculation, c'est un outil solution à un problème qui est vrai ou pas vrai. Hein, moi, je suis pas d'accord, mais au moins il y a des gens qui ont pensé que ce problème bancaire avait une solution, c'est le Bitcoin. Donc ça devient institutionnalisé puisque le grand public a peut-être partiellement mis de l'argent sur le Bitcoin. Okay. Peut-être. Ouais, moi je trouve qu'un des leviers haussiers sur les cryptos, c'est le fait que les banques centrales font n'importe quoi aussi depuis quelques années et qu'il y a des gens qui en ont marre de voir des banques centrales se faire dévaloriser leur épargne. Donc ils préfèrent être leur propre banque centrale en essayant de se mettre sur des instruments complètement pas liés à la dette. Effectivement, ce qui s'est passé avec la crise bancaire cette année, c'est le prolongement de cette mentalité-là. La mini-crise bancaire, quand même, c'était pas non plus... ouais. Oui, mais 2008 fait peur encore, c'est dingue, hein, cette crise, elle nous a fait mal, tellement mal que les gens sont traumatisés. Hein. J'ai vu passer quelque chose hier, justement, où il disait que les tests de stress, ils allaient encore plus renforcer les sécurités. Je sais pas, toi, Pierre, qui suis ça, la crise bancaire, elle est derrière nous, ou c'est juste le début, à ton avis? Non, je pense que c'est Une bonne question, hein. C'est pas terminé. Non, mais c'est pas terminé du tout. Je pense qu'on va arriver à un moment donné où il y aura une vraie grosse banque, pas une banque régionale, mais une vraie grosse banque type Wells Fargo ou je ne sais quoi qui va faire faillite. On n'y est pas encore, hein, parce que l'illusion tient encore grâce aux banques centrales notamment. Mais non, c'est très loin d'être résolu. Mais ça s'inscrit un petit peu dans ce que je dis, dans mon scénario de crise de la dette qui arrive en fait. Non, c'est à mon avis, on va en entendre de plus en plus parler pour répondre à la question. Tu veux rebondir, Xavier, sur le Bitcoin ou non? Ouais. Ou sur la crise bancaire? Moi, voilà, ouais, non, enfin, comment rebondir? J'ai pas comment dire, moi, j'ai pas la prétention j'ai pas l'expertise de Pierre ou Richard sur ce genre de sujet d'un point de vue fondamental. Après, effectivement, c'est quelque chose que je suis. Bien sûr, moi, les cryptos, de temps en temps, je regarde un petit peu le Bitcoin, j'essaie de suivre l'actualité. Par contre, moi, là où ça va m'intéresser, c'est derrière, d'un point de vue. Si je prends les cryptos en général, d'un point de vue purement technique, je sais que si un jour j'ai vraiment un signal, je fais le lien, je fais le rapprochement entre un signal technique et une news que j'ai lu, que je viens de lire, je vais me dire peut-être qu'il va y avoir quelque chose à faire sur les cryptos et que je vais avoir envie d'y retourner parce que j'en ai fait aussi un petit peu par principe, hein, pour être sûr pour pas prendre le risque de passer à côté de quelque chose, on va dire. Et du coup, après. En dehors de ça, honnêtement, c'est pas un sujet qui m'intéresse spécifiquement. Moi, je pense que très 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 fondamentalement, je pense que de toute façon, les États ne seront jamais vraiment
accepteront jamais qu'il y ait vraiment, comment je peux dire, une deuxième société économique, si je puis dire, une deuxième institution économique Parallèle, sur ouais. laquelle ils n'ont pas le contrôle qui émerge, tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Enfin, je veux dire, je pense que les gens qui se disent oui, le Bitcoin demain ça peut remplacer l'euro, ça peut remplacer, ils sont fous. Si Ouais. ça arrive, le jour où ça arrive, je pense qu'on aura des problèmes beaucoup plus graves qui se sont passés avant, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est un peu T'as raison. voilà, c'est un peu la lecture que je fais de ça. Et après la crise bancaire, bah ouais, enfin après bon moi les banques c'est un secteur que je déteste de toute façon, que je regarde pas, tous les graphiques qui sont dégueulasses, donc franchement ça m'intéresse pas plus que ça, à part bah, quand il y a une news de savoir il s'est passé un truc, donc là je dois faire attention à ça, faire des liens de cause à effet, quoi. Ok. Mais après, c'est pas un sujet en soi, le sujet des banques, c'est pas un truc où je vais me dire, ah tiens, là aujourd'hui, je vais passer 2 jours à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font comme test dans les banques pour savoir que ça tient bien, etc. Voilà, ça, j'ai pas l'expertise là-dessus que peuvent avoir Richard ou Pierre, quoi. D'accord. Ouais, moi, par contre, j'ai vu la même news que toi, Denis. Hein. Ils vont renforcer ce qu'ils appellent les stress tests pour les banques. Ils vont renforcer les critères. Les gars, vous avez pas dit quelle région ou aux États-Unis, en France Aux États-Unis. Ah, aux US. Ouais. J'ai vu passer hier ou Mais avant-hier. Hein. il avait dit Biden qu'il voulait que ça soit resserré il y a quelques mois. Oui, non, mais. Mais s'ils le font, c'est très bien, hein, parce que je pense que le système européen est beaucoup plus costaud que le système américain. Là, déjà, les banques commerciales américaines ont besoin d'avoir 0% de capital propre pour prêter de l'argent. Non, mais voilà, il est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une une grosse feuille Excel, quoi, en fait, quand ils prêtent de l'argent. C'est pour ça que tu veux faire tomber l'inflation, t'augmentes pas les taux. En fait, t'augmentes simplement ce ratio-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va diminuer la quantité d'argent en circulation. Ouais, moins d'inflation. Mais ils le font pas. Je comprends. Tout le monde parle, les grands médias, même Bloomberg, Reuters, etc. On est sur la campagne la plus agressive de hausse des taux, etc. Et l'inflation baisse pas. Bah oui, mais en attendant, les banques ont 0% dans leur fonds propres. Enfin, non, mais ce que tu dis est parfaitement vrai, hein, parce que j'y avais jamais pensé, mais maintenant je fais le rapprochement avec un autre truc que moi je suis au quotidien, c'est que bah en fait tu regardes un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, les dépenses des ménages, t'as absolument tout le monde qui vit à crédit, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait juste bah, les banques prêtent beaucoup trop facilement. Il y a des stats qu'il faut regarder absolument, c'est les stats de vente de biens durables, les permis de construire, les achats de. Ah oui. Et elles ne bougent pas. Tu vois, c'est pour ça, Xavier, que je parle de la crise de la dette. C'est à mon avis, c'est ça qui va arriver. Tu sais, Pierre, c'est un sujet sur lequel on a même eu ça doit faire quelques mois maintenant, mais on avait déjà parlé du sujet, dire qu'il y avait un vrai sujet aux États-Unis avec des gens qui sont économiques qui tournent vraiment à crédit. Les découverts, les cartes de Exactement. crédit n'ont jamais été au plus haut. Je parle même pas des prêts étudiants. Enfin, il y a tellement de. Il y a un vrai sujet, mais bon, ça va. Tant que le dollar tient, tout tient, hein, de toute façon. Hein. Parce que là, le jour où ils décident d'augmenter le pourcentage de fonds propres détenus par les banques, attention. Oui, là, ça va serrer. Tu sais, moi, franchement, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais c'est vrai que on se pose toujours. Enfin, ça fait des années que j'entends dire oui, la dette des États-Unis, c'est abyssal, c'est colossal. Et en fait, pourquoi ça tient et pourquoi ils peuvent tellement s'endetter et pourquoi ils peuvent en avoir rien à foutre entre guillemets, c'est parce que ils ont le dollar. Et il y a toujours cette hégémonie du dollar. Mais aujourd'hui, ce qui commence à changer, le vrai truc qui commence aujourd'hui à changer, c'est que qu'on le veuille ou non, il se passe quand même des trucs qui font que peut-être que le dollar aura plus, va sur une pente descendante par rapport à son importance dans le monde. Enfin, je veux dire, on le voit, il y a encore quelques années, c'était inimaginable qu'un pays accepte un paiement en une autre devise que le dollar pour du pétrole, par exemple, tu vois. T'as vu ce qui s'est passé à Kadhafi, hein, quand il voulait te payer en euros, il a eu un petit accident. Voilà, hein. t'as vu ce qui s'est passé derrière. Peut-être que là, on a un vrai sujet. Moi, c'est vraiment la vraie différence que je fais qui me dit que peut-être que là, la crise de la dette aux États-Unis, eh ben, il y a un vrai sujet dessus, quoi. Et il faut savoir que Janet Yellen a dit que ça devenait très inquiétant de voir le dollar être challengé comme ça. Un peu bien sûr, mais c'est tellement oui, évident. Le dollar, on parle du dollar fort, mais c'est mis en relation avec les autres grandes monnaies. C'est la valeur relative du dollar qui grimpe. Mais la valeur absolue, elle plonge en ce moment. Oui, donc, bien sûr. Ouais. Et ce que tu dis, j'ai pas compris, Pierre. Tu peux expliquer comment tu vois que la valeur absolue plonge? Avec c'est le dollar index. Ouais. Non, avec un billet de $10, qu'est-ce que tu peux acheter aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans? Tu peux acheter moins de choses.
Mais par contre, ce que tu dis, Xavier, effectivement, si demain l'hégémonie du dollar s'arrête, là, on est peut-être à un grand tournant. Mais oui, non, mais c'est Enfin, Pierre, on ne sait pas si ça va se faire. C'est en train de se faire. Je suis d'accord, mais je suis On a d'accord. parlé hier des BRICS, on a parlé de tout ça, il y a des challenges. Et on avait déjà parlé de contrats gaz ou pétrole qui sont plus en dollars. Donc le pétrodollar, c'est fini. Enfin, non, c'est en cours là. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est que si le dollar a plus l'importance dans à court terme, enfin dans les prochaines années ou je sais pas les prochaines décennies, n'a plus l'importance qu'il a eu jusqu'aujourd'hui, Putain, ça va est-ce péter, que hein. les États-Unis vont pouvoir continuer, enfin la réponse est non, leur politique de, enfin je sais pas comment on pourrait résumer ça, je sais Ouais, pas mais là, comment mettre un terme sur. moi, je pense que la dédollarisation n'aura pas lieu parce que quand les Américains vont se sentir attaqués, c'est des Yankees, les Américains. Et là, il va y avoir une guerre mondiale. Non, non, mais ils vont pas se laisser marcher dessus. Quand ils vont voir qu'il y a une dédollarisation qui est en route, c'est la fin des US et ils vont pas laisser par ça. Et eux, c'est des guerriers, hein. Et ça va partir en sucette, hein. Ils vont pas se laisser faire, je suis d'accord avec toi, Denis. Ouais, mais ils vont prendre les. À mon avis, ce qui se met en marche là, c'est. C'est ce qu'on disait sur l'histoire de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Enfin, moi, c'est ce que je disais, c'est pas possible que les Américains laissent faire ça. Ouais, mais il lâche Taïwan déjà, tu vois, tu l'as dit hier, pardon, excuse-moi. Tu l'as dit hier qu'il lâchait Taïwan, mais à mon avis, ils vont tout faire ils sont même ils sont prêts à partir en guerre pour éviter la dédollarisation. On va faire attention à ça. Oui, mais enfin, il y a un élément qu'il faut bien entendre, c'est que les BRICS, c'est pas une région du monde, c'est des pays diffus. On peut pas faire la guerre à toute la planète. Non, mais tu peux acheter beaucoup de monde, quoi. Et puis, les Américains, ils versent vers la stratégie russe, hein, un peu la manipulation par derrière, parce que je rappelle quand même qu'il y a déjà eu un phénomène de dédollarisation. C'est l'euro. L'euro, c'est de la dédollarisation. Faut pas l'oublier. Et les Russes, avant de basculer dans le yuan, avant la guerre, les Russes avaient dédollarisé vers l'euro. Donc c'est déjà arrivé. Et les Américains ont tout fait pour stopper les Européens dans ce qu'ils ont fait. Ils n'y sont pas arrivés. Ah, mais en tout cas, il y a vraiment un. Je suis plutôt partisan de l'idée qu'il y aura. Les Américains vont perdre de leur puissance future au niveau du dollar. Et je les vois mal faire la guerre à la planète entière, quoi. Non, le fait est qu'il y a vraiment un sujet sur d'un côté les Américains les États-Unis qui pouvaient s'endetter comme ça sans commune mesure grâce à la puissance du dollar, et de l'autre côté le fait que que ce dollar perd tout simplement en puissance à l'échelle mondiale, et la question c'est comment ils vont faire avec par rapport à leurs habitudes de vie, de consommation, parce que les États-Unis tournent à crédit, hein, il n'y a pas de en ce moment. Oui, c'est vrai que faudrait je pourrais ressortir les stats, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a jamais eu autant d'Américains qui ont acheté une bagnole à crédit. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants endettés. Voilà. Non, mais c'est incroyable, hein. La dette provoquera toutes ces explosions, mais pour moi, je reprends la même image. C'est un baril de poudre. Pour l'instant, il est bien stocké. Et puis, c'est le problème, c'est le jour où le mec ouvre la porte avec une flamèche et en allumant un briquet pour regarder la lumière. Là, ça pète. Enfin, on est tous surendettés, donc on a tous intérêt à la fermer, quoi. Sauf les Russes. Sauf les Russes, ouais. Les Russes sont mais les Russes, ils sont méchants, donc c'est pour ça. Oui, mais c'est un des pays les moins endettés. Et puis la Chine aussi, hein, qui rachète pas mal de créances de plusieurs États. Oui, il faut faire attention. Ouais. Intéressant. Bon, bah, c'était intéressant, on peut parler du marché, au final on a refait de la macro. Voilà. Et on veut faire 20 minutes, on est à 45, donc ça va. Vous voulez clôturer ou... Vous voulez conclure ou... Moi, Ouais, ça serait bien, parce que j'avais pas prévu de passer toute l'après-midi non plus, mais... Toute l'après-midi, attends, on a commencé il y a 40 minutes. Pierre. Bon. Ok, donc voilà, on a fait un peu le tour de tout. Donc hier, on a fait la macro et la géopolitique. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Et aujourd'hui, on fait le marché et on a décalé sur la dédollarisation. Donc voilà, merci Xavier d'avoir participé à la 9e. C'est la 9e, hein, 9e
Mousquetaires, 9e édition des Mousquetaires. Merci Richard d'avoir participé à la 9e édition des Mousquetaires également. Et puis, merci Pierre. Et vous revenez à la rentrée. On va vous laisser en vacances ou quoi? Avec grand Avec plaisir. plaisir. Ok. Avec grand plaisir, Denis. Merci, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et n'oubliez pas qu'on a les places du séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre à vendre avec la collaboration d'Active Trades et de Pierre Verret. Merci, ciao à tous, au revoir. Ciao.